Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, ce que je vous propose, c'est, au travers de notre publication, d'examiner les bonnes raisons pratiques, pas simplement théoriques, du régime de la subvention, et puis de passer après quelques règles à respecter et les règles de suivi qu'on peut mettre en place avec le secteur associatif. Alors, d'emblée, avant d'arriver aux bonnes raisons pratiques, vous le savez, vous l'avez peut-être vécu, comme le disait Monsieur Perrault, avant de prendre vos fonctions en tant que bénévole ou usager d'une collectivité territoriale, vous avez pu voir que des associations sont bénéficiaires de subventions publiques ou, à l'opposé, détenteurs et opérateurs d'une collectivité au titre de la commande publique, que ce soit un marché public ou une concession, donc une délégation de service public. On va s'attacher ce midi au régime de la subvention pour examiner donc en premier lieu les bonnes raisons pratiques de la subvention, si vous voulez bien. Euh, alors, ces bonnes raisons pratiques, pardon, elles sont plurielles. Euh, la première bonne raison pratique, en définitive, c'est que vous avez le choix, en tant qu'élu, des activités que vous allez financer qui correspondent aux besoins locaux. Alors, c'est facile à dire et en même temps, ça peut être complexe. Pourquoi? Parce que on dit souvent les associations sont au plus près des besoins de la population, vous aussi. Donc c'est d'une certaine manière la conjugaison de votre regard et de celui de l'association qui fait que vous allez financer, vous n'allez pas financer le besoin, voilà, local que vous estimez être déterminant pour votre collectivité territoriale. Mais c'est vous qui avez le choix. C'est là quand même l'apanage, d'une certaine manière, du régime de la subvention. Le deuxième point, c'est la souplesse dans la mise en œuvre. Je dirais qu'à la différence de la commande publique et notamment des marchés publics qui sont très rigides, très organisés, le régime de la subvention est plus souple dans sa mise en œuvre. De ce fait-là, à partir du moment où vous avez la compétence générale des communes à votre disposition, vous avez quand même une souplesse dans la pratique et une souplesse de la captation d'une certaine manière et de la compréhension des besoins locaux. Euh, on dit souvent que, et on entend souvent à tort à travers, un certain nombre de personnes dire que les associations sont subventionnées, ne sont soumis à aucun contrôle, n'ont aucun compte rendu à faire. En réalité, c'est complètement faux. Il y a un grand nombre de contrôles et le contrôle est assez large, le contrôle que vous pouvez faire sur l'action et sur l'association. Ça ne veut pas dire prendre le contrôle de la structure associative, évidemment, ça veut dire la contrôler. Ça veut dire aussi la possibilité de remettre en cause l'engagement financier si ça ne vous convient pas, in fine. Voilà. Ça, c'est important. Et on ne donne pas, ce n'est pas un don que la collectivité territoriale fait, c'est une subvention, c'est pas du tout le même régime. Donc, derrière, vous avez la même appréhension c'est un acte de générosité d'une certaine manière de la collectivité qui n'achète pas quelque chose, qui va donner de l'argent pour faire quelque chose. Voilà, comme vous pourriez faire un don, comme un mécène, une entreprise fait un don, mais vous pouvez remettre en cause cet engagement financier. C'est un coût moindre et un facteur démultiplicateur. Alors, le premier, c'est un coût moindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de TVA. Voilà, déjà, tout bonnement, vous ne payez pas la TVA. C'est quand même un gros avantage aujourd'hui. Et c'est un facteur démultiplicateur. Pourquoi? Parce que vous allez mobiliser largement. Vous l'avez peut-être vu quand vous étiez bénévole. Les associations, compte tenu de la masse de personnes qui sont bénévoles tous les week-ends, dans le champ sportif ou le champ culturel, on le voit régulièrement au travers des compétitions sportives culturelles, mobilisent très largement autour d'elles. Voilà, on le voit dans le champ social et sanitaire et social de la même façon. Je disais tout à l'heure, c'est une certaine souplesse dans la mise en œuvre, c'est une technique juridique qui est souple, peu risquée, mais il faut quand même éviter un certain nombre d'écueils, voilà, pour éviter des erreurs flagrantes. Alors, si je compare les avantages et les inconvénients, mais surtout les avantages de la subvention par rapport à la commande publique, c'est vous qui déterminez le montant que vous allouez, voilà.
hein. Dans un marché public, vous fixez au préalable une somme. Donc, vous avez là aussi fixé un montant par rapport à un prix hypothétique que vous avez fixé et un service. Là, vous fixez aussi un montant. C'est rarement 100% que vous allez donner, à différence d'un marché public. Voilà. Les associations ayant en général la possibilité d'acquérir d'autres financements par ailleurs, privés ou publics. Donc la subvention est en général bien inférieure au coût global de l'action. Voilà. C'est une convention de subvention ou un acte que vous allez prendre qui peut être notifié après le début de l'action, à la différence d'un marché public. La commande publique fait que vous devez impérativement conclure un contrat onéreux préalable aux prestations. Là, l'action associative a commencé. Le club de foot est chez vous, évidemment, a commencé sa saison. Vous allez lui donner la subvention après le début de la saison. Ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait notifier et conclure un acte avec cette association après le début de l'action. Vous pouvez verser 100% dès la notification ou par tranche. Vous avez prévu de donner 5 000 euros, 10 000 euros à l'association X. Vous pouvez immédiatement verser la totalité de cette somme. Vous n'êtes pas obligé de passer par le système du service fait avec une avance au préalable. Et enfin, c'est un avantage indéniable, vous pouvez refuser, tout simplement. Il n'y a pas de droit à la subvention. Ce n'est pas parce qu'une association a bénéficié depuis plusieurs années d'une subvention qu'il y a un droit. Mais il faut quand même être prudent en la matière. Voilà. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de droit à la subvention. Voilà. C'est vous qui décidez de vos financements. Et ce n'est pas la commande, d'une certaine manière, qui va préparamétrer ce que vous devrez payer. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer un peu aux règles de base de la subvention pour véritablement comprendre où on est, comment on se situe. La subvention, c'est 5 caractères. Voilà. C'est un truc à retenir, c'est vraiment ça. Le premier, et c'est vraiment le caractère primaire de la subvention, c'est que c'est bien l'association qui est à l'origine du projet. C'est bien elle qui a l'initiative, qui vous propose quelque chose. À l'opposé de la commande publique, où c'est vous qui avez déterminé le besoin, qui le mettez dans un cahier des charges, là, c'est l'association qui vous propose un projet. Voilà. C'est vraiment l'élément déterminant qui oppose la subvention à la commande publique. Voilà. Le deuxième, c'est évidemment, qui découle du premier d'une certaine manière, c'est que la direction de la conduite du projet est assurée par l'association. Ce n'est pas vous qui allez gérer, piloter le projet. Voilà, c'est l'association. De la même façon que ce sera un prestataire dans la commande publique. Donc, vous voyez le rapport. Le troisième, c'est un élément qui vient en contrepoids de la commande publique. Dans la commande publique, vous payez un prix d'une prestation. Donc, vous payez une contrepartie. Dans la subvention, vous donnez, je vous ai dit tout à l'heure, un montant qui n'est pas toujours 100%, qui peut être bien moindre. Et donc, il n'y a pas une contrepartie immédiate, directe, entre la somme que vous versez et l'action qui est réalisée. Voilà. Évidemment, le point 4, mais c'est un point assez habituel que vous devez connaître maintenant, c'est le fait que le projet, l'action, et donc le financement que vous allez octroyer concerne le besoin des administrés. Pourquoi? Parce que forcément, vos financements sont dévolus à l'intérêt général de votre collectivité territoriale et pas d'un autre, pas à l'autre bout du monde, pas à la commune d'à côté. Voilà. Ça, c'est un point assez classique qu'on retrouve dans pas mal de contrats. Enfin, je vous disais, je ne sais pas pourquoi il y a un numéro 1 au lieu de 5, mais c'est le cinquième, c'est bien le caractère discrétionnaire de la subvention. Je l'évoquais tout à l'heure, vous avez le droit de refuser. C'est le droit au refus de subvention. Donc, vous décidez du montant, entre âme et conscience, par rapport au projet qui est donné. Ça ne sera jamais plus de 100%, évidemment, du projet, mais ça peut être bien moindre. Au ministère, on a l'habitude de faire des subventions entre 10% du projet jusqu'à 80% du projet. Voilà. Donc, on a une marge de latitude en fonction de ce qu'on estime nécessaire et compatible avec l'ensemble des financements du projet, qu'ils soient publics ou privés. Voilà. Euh, Petit point complémentaire, c'est les formes de la subvention. Alors, ça semble évident,
La première forme, c'est la subvention financière, c'est la somme d'argent. Voilà. Ça relève du conseil municipal en termes de décision. Dans matière de subvention financière, finalement, il y a peu de choses à dire. C'est un phénomène, je dirais, le système le plus classique de la subvention qu'on trouve partout. Aujourd'hui, ce qu'on sait des financements des collectivités territoriales, c'est l'inspection générale des finances qui a traité les bases de données comptables avec notre inspection générale l'année dernière, qui a trouvé qu'il y avait 7 milliards, 7 milliards et demi d'euros de subventions des collectivités territoriales dans l'ensemble des financements que vous octroyez au secteur associatif. Très peu de marchés publics, très très peu. Un peu évidemment de ce qu'on appelle de tarification, c'est-à-dire des aides données non pas dans le cadre du régime de la subvention, puisque c'est pas discrétionnaire une aide, quand elle est tarifée, qu'on trouve notamment dans le champ social ou médico-social. C'est une compétence des conseils départementaux et pas la vôtre. Deux autres formes, c'est ce qu'on appelle les subventions en nature. D'un côté, c'est la mise à disposition de biens immobiliers ou mobiliers du domaine public. C'est bien prévu par le Code général de la propriété des personnes publiques, le CG3P, comme on l'appelle. La décision relève du maire, mais elle relève du maire sur la base des conditions qui sont fixées par le conseil municipal, des conditions tarifaires. Voilà. Le conseil municipal a l'habitude de fixer les conditions tarifaires d'un prêt, enfin d'une mise à disposition payée. Vous avez la possibilité de le faire à titre gratuit. Et dans ce cas-là, ça devient une subvention, voilà, par nature. Subvention qui est d'une certaine manière monétisable dans vos comptes, dans votre comptabilité analytique, puisque en face, vous avez un tarif que vous ne toucherez pas. Voilà. Et enfin, la mise à disposition de personnel ponctuel et la mise à disposition de personnel permanent. Vous l'avez peut-être vu il y a quelque temps, nous avons ce qu'on appelle dans la loi 3DS une expérimentation qui est en cours de mise à disposition de personnel en longue durée qui rentre dans le cadre du régime de la subvention. Voilà. C'est un cas particulier, il y a très peu de collectivités territoriales qui le font. C'est pas du tout la même chose que la mise à disposition de personnel ponctuel, où vous allez demander à vos agents des sports, par exemple, d'aller vérifier et encadrer d'une certaine manière l'aspect technique d'une manifestation sportive organisée par un club. C'est pas du tout la même chose. Donc là, vous les mettez à disposition pendant quelques heures. La mise à disposition permanente, c'est tout autre. C'est vraiment de la longue durée. Et ça pourrait s'apparenter, si vous connaissez ça, au mécénat de compétences des entreprises. Voilà. Sauf que là, ça va rentrer dans le régime de la subvention. Donc, c'est des actes particuliers de mise à disposition avec un contrat de convention de subvention qui lie la collectivité à l'association. Ce que je vous propose après, c'est de rentrer, on va dire, après ces quelques principes, un peu dans le dur. Dans le dur, pourquoi? Parce que, je l'évoquais tout à l'heure, votre compétence, elle est liée à la clause de compétence, notamment à la clause de compétence générale. On a, en matière de sport, d'éducation populaire et de culture, des compétences communes des différents niveaux de collectivité territoriale. Toutes les collectivités donc, peuvent toujours librement subventionner des associations qui interviennent dans le champ de compétences partagées. Voilà. Et j'irai plus loin, vous avez le droit de subventionner une association, qu'elle fasse une activité sportive ou culturelle, ou que vous considériez qu'elle a une mission quasiment de service public. On a un arrêt très connu d'Aix-en-Provence d'il y a quelques années, de cela, donc très, très loin de l'Île-de-France, mais qui rappelle que des associations d'intérêt général peuvent être chargées d'une mission de service public dans un cadre de subvention, et non pas forcément dans un cadre de la commande publique, que ce soit une concession ou un marché public. Donc voilà, vous avez, au travers de vos compétences, un large panel de possibilités. L'intérêt public local, on vous a mis, ce n'est pas l'intérêt politique ou
l'intérêt des obédiences maçonniques. Vous le savez certainement, vous avez une interdiction de financer les associations qui ont une activité politique, ou syndicale d'ailleurs. Voilà. Le Conseil d'État a précisé ça depuis un certain nombre d'années, parce que ça considère que ça ne présente aucun caractère d'utilité communale. Il y a une petite différence pour les communes de plus de 100 000 habitants, avec des conseillers municipaux qui peuvent affecter un groupe d'élus pour leur usage ou un usage commun, un local administratif ou du matériel. Mais c'est vraiment un épiphénomène. Le principe majeur, c'est que une collectivité territoriale ne peut pas financer les partis politiques. Elle ne peut même pas, je dirais, prendre par le biais de la subvention un quelconque lien dans un conflit politique. Voilà, c'est des vieux arrêts maintenant des années fin des années 80. Donc on voit bien que là, il y a un verrou. Voilà. Tout ce qui est politique, on le met de côté. Voilà. De la même façon, sur les obédiences maçonniques, on a eu un certain nombre d'arrêts qui considéraient que on était là, non pas sur un intérêt public local, mais véritablement sur d'autres formes d'aide, et que la subvention d'une collectivité territoriale n'avait aucun rapport avec le champ des obédiences maçonniques. Euh, on retrouve ces mêmes interdictions pour les cultes. Voilà. Une association cultuelle ne peut, en principe, pas recevoir de subventions publiques, hein, même si elle se consacre aussi, en principe, à des activités sociales ou culturelles. Voilà. Alors, il faut bien faire la différence, hein. Le ministère, chez nous, arrive à financer les scouts musulmans, les scouts hébraïques, les scouts catholiques. Il n'y a pas de difficulté néanmoins. Euh, il faut faire attention parce que vous pouvez être confronté à ça, aux cérémonies cultuelles. Voilà. Normalement, les subventions qui se rapportent à des cérémonies cultuelles sont prohibées, là aussi. Voilà. Donc, il y a bien malgré l'intérêt économique, hein, parfois de ces manifestations, de ces événements qui peuvent être culturello-historiques, faites très attention à ce champ-là, ne pas tomber dans le champ particulier du financement des cultes. Voilà. Euh, Après, je pense on vous a mis le cas de l'enseignement élémentaire sous contrat. Vous le savez, alors c'est pas que c'est interdit, le régime du financement de l'enseignement privé, voilà. Mais normalement, elle doit être expressément prévue par le législateur. Alors, pour le coup, le législateur a prévu quelques cas. Vous avez le droit de prendre en charge les dépenses de fonctionnement matériel des écoles privées sous contrat, voilà, qui sont sur votre territoire sous la forme d'un forfait communal. Voilà. Vous avez le droit, avec nous, l'État, de concourir de manière complémentaire à l'acquisition de matériel informatique, pédagogique, qui sont nécessaires, indispensables à certains programmes d'enseignement du premier et du second degré. Voilà. Mais il faut que ce soit la même chose que le financement public, de l'enseignement public. Et puis enfin, vous avez la possibilité de financer les écoles du second degré privé. Mais il ne faut pas que, alors là c'est compliqué, mais il ne faut pas que vous dépassiez le 10e des dépenses annuelles de l'établissement. Il faut regarder le budget total de l'établissement pour dire je ne peux pas dépasser le 10e de ce montant. Voilà. Donc vous voyez, pas une interdiction absolue sur le dernier point, mais un encadrement très précis. Enfin, je vous ai mis dans les règles impératives à connaître maintenant le régime des aides d'État pour les acteurs associatifs économiques qui sont concurrentiels. Vous aurez peut-être des questions, c'est pas grave, vous aurez peut-être des questions dessus. Ce qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que le droit européen de la concurrence, donc le traité hein, qui fonde l'Union européenne, prévoit que, quelle que soit la forme de l'organisme, privé ou public, tout organisme, d'une certaine manière, peut faire concurrence aux autres. Voilà. Partant de ce principe, tout organisme privé, société commerciale, association, mutuelle, institution de prévoyance, peu importe, son statut juridique à la française, je dirais, est une entreprise. Alors, c'est hyper réducteur d'une certaine manière, et ça va vous amener à considérer
soit que toutes les associations sont des acteurs économiques et puis, au final, vous ne regardez pas plus loin, soit, si vous allez dans le détail, dire non, j'ai un certain nombre d'associations, mon club de foot, mon association de bridge, qui n'ont pas une vocation économique. Voilà, parce qu'ils ont une gestion des intéressés, parce qu'il y a un certain nombre de critères qui permettent de déterminer qu'ils n'ont pas une activité économique. Et que par ailleurs, quand je vais leur donner une aide, ça ne fausse pas... Ah, je crois qu'on a un micro. Ouais. Hop, c'est Sophie. Par ailleurs, il faudra examiner si cette aide a vocation, d'une certaine manière, à aider à fausser la concurrence. Or, vous savez aussi bien que moi que le club de foot, il ne fausse pas la concurrence particulièrement, si ce n'est entre clubs de foot, les uns par rapport aux autres, et c'est normal, c'est la compétition qui veut ça. Voilà. Et que le club de bridge, il ne fausse absolument pas la concurrence, il va peut-être faire appel à des prestataires, ok, mais il n'ira pas plus loin. Donc, il ne va pas fausser la concurrence française, il ne va pas fausser la concurrence intracommunautaire. Donc, le régime des aides d'État, je dirais que, à moins que vous ayez des très grosses structures associatives que vous financez, vous pourrez assez facilement écarter ce sujet, mais il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte et le guide qu'on a édité le rappelle, précise avec un diagramme d'explication des étapes à franchir pour bien comprendre où on en est. J'en passe. Merci, M. Perrault. Au contrôle et l'évaluation. Je disais tout à l'heure, un des points majeurs de la subvention, c'est le contrôle. Voilà. On entend souvent dire que les associations ne sont absolument pas contrôlées, que on n'a aucun moyen de vérification de la subvention qu'on leur donne. C'est totalement faux en réalité. Le contrôle du projet, il est dès le premier euro, en fait. Donc, dès le premier euro, une association qui est financée par vous doit de la comptabilité. Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez donné une subvention de fonctionnement, ce qu'on appelle de fonctionnement global, c'est-à-dire la totalité de la structure, et pas un projet déterminé qu'elle vous a proposé. Voilà. Club de foot, vous lui donnez une subvention parce que c'est le club de foot. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est une subvention de fonctionnement global. C'est pas parce que vous donnez une subvention pour du foot féminin, par exemple. Voilà, où là, il y a un projet particulier, nouveau. Si c'est une subvention donc de fonctionnement global, elle vous doit des éléments comptables, voilà, classiques. Donc, elle vous doit une comptabilité. Alors, pas forcément une comptabilité comme une grande entreprise commerciale, voilà, sauf si elle dépasse 153 000 € de subvention, ce qui est quand même très, très élevé, mais elle doit impérativement vous fournir des éléments comptables. Pourquoi? Parce que c'est ces éléments qui vont vous permettre de vérifier les flux financiers pour contrôler les détournements de fonds, les abus. Voilà, un ensemble cohérent de dépenses par rapport à ce que vous lui avez donné. L'autre hypothèse, vous avez donné sur un projet. Je disais tout à l'heure, par exemple, un projet nouveau de foot féminin dans votre commune. Là, en plus, elle vous doit une comptabilité analytique. C'est-à-dire, elle vous doit ce qu'on appelle un compte-rendu financier dès le premier euro de subvention. Voilà. Donc, en plus de la comptabilité classique, elle va devoir retraiter sa comptabilité classique pour faire une comptabilité du projet que vous avez financé. Voilà. Donc, ça va assez loin en réalité, ce qui vous permet d'avoir quand même un détail des éléments. Enfin, il va vous falloir regarder et vérifier si elle a bien respecté le contrat d'engagement républicain. Alors, la plupart du temps, il n'y a pas de difficulté. Et puis, quand vous savez qu'il y a des difficultés, en général, on le sait assez vite et assez tôt. Voilà. Mais le contrat d'engagement républicain, c'est un certain nombre de mesures d'engagement que l'association a pris quand vous l'avez financé. Voilà. Et vous allez pouvoir contrôler qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations légales et réglementaires. Parce que le premier objet du contrat d'engagement républicain, là, le premier engagement, c'est bien de respecter les règles de droit français. Voilà. Donc, si elle n'a pas respecté une règle, déjà, elle est coincée par le contrat d'engagement républicain. Voilà. Vous allez enfin pouvoir évaluer le projet au regard de l'intérêt général. Donc, on va plus loin qu'un marché public où vous avez une prestation, elle est réalisée, elle est faite ou elle n'est pas faite. Là, vous allez carrément pouvoir évaluer le projet au regard de l'intérêt général local, puisque vous avez financé pour cet intérêt général local. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire tout ça que vous allez prendre le contrôle de la gestion, de la gouvernance de l'association.
Voilà. Il y a une limite à ne pas franchir d'une certaine manière. C'est-à-dire, vous n'investissez pas la gouvernance, vous n'êtes pas là pour vérifier au jour le jour comment le projet se déroule. C'est bien, d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, une des caractéristiques de la subvention, c'est l'association qui gère son projet. Voilà. Mais en revanche, vous allez pouvoir contrôler la réalité de ce qui se passe. Voilà. Et même faire des contrôles. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que l'association subventionnée peut à tout moment être soumise au contrôle des délégués de la collectivité. Ça veut bien dire que vous pouvez envoyer sur place, faire un contrôle sur place de ce qui se passe. Voilà. Vous avez financé une formation des bénévoles aux violences sexistes et sexuelles dans le club de rugby ou le club de tennis de table, eh bien, vous pouvez envoyer vos délégués pour qu'ils vérifient, qu'ils aillent sur place d'une certaine manière, constater la réalité de l'action. Voilà. Donc, vous voyez que, en définitive, en matière de contrôle et d'évaluation, on a un champ très large qui est à votre disposition en matière de subvention. Je passerai sur le dernier point, c'est les modalités pratiques de mise en œuvre de la subvention. Différentes étapes, le premier étant le formulaire de demande de subvention, jusqu'à l'évaluation. Vous retrouverez toutes ces étapes, évidemment, dans le guide d'usage de la subvention qu'on a remis à jour. Donc, il y a une nouvelle version 2026-2027 que j'ai là. Je peux vous montrer à l'image, si vous voyez. Ce guide, la première fois qu'on l'a réalisé, c'était en lien avec la circulaire sur les subventions, qui a maintenant 11 ans. Elle est de 2015, de septembre 2015, donc elle a presque 11 ans. On avait édité ce premier guide pour vous accompagner dans les démarches. Donc ce guide il se veut d'une certaine manière très pratico-pratique, en vous permettant, si on peut passer, je crois qu'il y a le sommaire rapidement, voilà, euh, qui peut vous permettre justement de retrouver les éléments des bonnes raisons pratiques, comme j'évoquais tout à l'heure, et puis des modalités pratiques de la gestion de ces subventions, de la demande jusqu'au contrôle et l'évaluation. Voilà, avec les particularités des subventions interdites. Voilà, vous pourrez retrouver tout ça évidemment sur le site association.gouv. Monsieur Perrault, je crois que ça doit être la dernière slide. Voilà. Et évidemment, je